Liam Morgan n'a pas réfléchi. Il a simplement plongé les deux mains dans la caisse du chariot et l'a tiré vers le haut. Une femme saignait à travers sa robe d'été. Deux bébés étaient serrés contre sa poitrine, comme si elle préférait mourir plutôt que de les lâcher. Elle n'a pas demandé d'aide, elle n'a pas dit un mot. Elle l'a juste regardé avec des yeux qui avaient déjà vu le pire des hommes. Et Liam a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Quelque chose que le chagrin, pensait-il, avait scellé pour de bon. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-la jusqu'à la toute fin. Indiquez le nom de votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire a voyagé. La chaleur de l'été était du genre à vous écraser, comme une main posée à plat sur votre dos, ferme et méchante. Elle ne relâchait pas sa pression, même quand l'après-midi s'étirait, long et doré, sur l'herbe sèche. Liam Morgan était dehors depuis l'aube. Il transportait des poteaux de clôture vers le pâturage est. C'était le genre de travail qui ne demandait pas de réfléchir. Et ça lui convenait parfaitement. Trop penser était devenu une habitude dangereuse depuis la mort de Sarah. Il ramenait son attelage vers la grange quand le cheval, le vieux Duke, s'est arrêté net dans la cour. C'était un hongre Isabelle avec un meilleur instinct que la plupart des hommes que Liam connaissait. Et il refusait de bouger. « Allez, maintenant », a dit Liam en tirant brièvement sur les rênes. « Ne me fais pas ça aujourd'hui. » Duke n'a pas bougé. Il a rejeté la tête en arrière et a émis un son grave et inquiet depuis sa poitrine. Liam l'a attaché et a contourné la caisse du chariot. Il s'attendait à un serpent, un raton laveur. Peut-être un morceau de fil de clôture emmêlé là où il ne fallait pas. Ce qu'il a trouvé à la place l'a immobilisé. Une femme était recroquevillée sur le côté entre deux sacs de nourriture. Ses cheveux sombres collaient à son visage de sueur. Sa robe était déchirée à l'épaule et tachée de rouge-brun sur le côté gauche. Elle serrait deux petits paquets dans ses bras. Des bébés, des nouveau-nés ou presque. Ils étaient enveloppés dans ce qui ressemblait à des bandes déchirées d'un jupon. Les deux bébés respiraient. Il l'a vu tout de suite. Leur petite poitrine se soulevait et s'abaissait dans la chaleur. La respiration de la femme était plus lente. Trop lente. Il a gardé sa voix basse et calme. « Madame, madame, vous m'entendez ?» Ses yeux se sont ouverts, des yeux sombres, bruns et profonds, et absolument terrifiés. Elle a serré les bébés plus fort contre elle. Elle a essayé de reculer pour s'éloigner de lui, mais l'effort lui a coûté. Elle a émis un son sec entre ses dents. « Ne faites pas ça », a-t-elle dit. Sa voix était éraillée, à vif. « Ne les touchez pas. Je ne vais pas les toucher », a dit Liam. « Je ne vais pas vous toucher non plus, sauf si vous en avez besoin. Je m'appelle Liam Morgan. C'est ma propriété. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais vous êtes blessé et il fait 100 degrés. Et j'aimerais vous aider si vous me le permettez. » Elle l'a dévisagé. Il la voyait le jauger. Comme un animal acculé jauge un homme. Elle essayait de déterminer s'il était une menace, si elle avait vraiment le choix. « Y a-t-il quelqu'un avec vous ?» a-t-elle demandé. « Non, madame, juste moi. Vous attendez quelqu'un? » « Pas aujourd'hui. Quelque chose a changé sur son visage. Pas la confiance, pas encore. Juste l'arithmétique du désespoir. Elle n'avait plus d'option et elle le savait. Il a vu le moment exact où elle a pris cette décision. « D'accord », a-t-elle dit doucement. « D'accord. » Il l'a fait entrer dans la maison. Il a fallu deux voyages. Un pour les bébés, un pour elle. Elle n'aimait pas être portée, mais elle n'était pas en état de discuter. Il l'a installée sur le lit de camp étroit dans l'arrière-salle. Il a posé les bébés sur le lit à côté d'elle. Elle les a immédiatement ramenés près d'elle. Sa respiration était encore trop courte. Son visage avait la couleur de la cendre froide. Il a apporté de l'eau. Elle a bu 2 tasses pleines sans s'arrêter. « Les bébés ont besoin de manger », a-t-elle dit en reprenant son souffle. Sa voix était un peu plus stable maintenant. « Je peux le faire moi-même. J'ai juste besoin de quelques minutes. »« Prenez tout le temps qu'il vous faut », a-t-il répondu. Il a posé la tasse sur la table de nuit. « Je vais chercher un linge propre et regarder cette blessure sur votre côté. Je n'entrerai pas avant que vous ne m'appeliez. » Elle a fait un bref signe de tête. Elle le regardait toujours avec ses yeux prudents. Il a attendu de l'autre côté de la porte. Il écoutait les doux bruits des bébés et les mots que la femme leur murmurait doucement. Des sons trop bas pour qu'ils puissent les comprendre, aussi intimes qu'une prière. Quand elle l'a rappelé, elle avait enroulé une bande de tissu autour de sa taille. C'était maladroit, mais serré. Elle avait déjà compris qu'il avait vu la blessure.
Elle n'a pas essayé de faire comme si elle n'existait pas. Je peux faire mieux que ça, a-t-il dit en désignant le bandage. Je préférerais que vous ne le fassiez pas, a-t-elle répondu. D'accord. Il a tiré la chaise près du lit et s'est assis. Et pendant un instant, aucun d'eux n'a parlé. L'un des bébés a fait un petit bruit. La main de la femme s'est posée sur lui instantanément. Un geste automatique, le contact d'une mère qui avait déjà appris à réagir avant que le cri ne se forme complètement. « Je ne connais pas votre nom », a-t-il dit. Une pause. « Eleanor. »« a-t-elle dit. « Eleanor Gray. Mademoiselle Gray. »« Madame, a-t-elle dit. » Puis quelque chose a traversé son visage. Un tressaillement à peine perceptible. Ça n'a pas d'importance. Juste Eleanor, ça ira. Il a laissé tomber. Ces bébés ont des noms. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, quelque chose s'est détendu dans son expression. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais ça y ressemblait. Rose, a-t-elle dit en touchant la joue de celle de gauche, et Iris, a-t-elle ajouté en touchant l'autre. Je leur ai donné des noms de choses qui reviennent toujours, même après un hiver difficile. Liam les a regardées toutes les deux, petites, parfaites et inconscientes de tout cela. Et il a de nouveau senti cette vieille fissure dans sa poitrine. « Elles sont magnifiques », a-t-il dit. Et il le pensait. Eleanor l'a regardé. Elle a semblé surprise qu'il le pense vraiment. Il l'a forcée à manger. Elle s'est débattue. Elle disait qu'elle n'avait pas faim, qu'elle ne voulait pas être un fardeau. Et il lui a dit que dans cette maison, on mangeait quand on avait de la nourriture devant soi. Et c'était tout. Elle a mangé. Il a dormi dans la grange cette nuit-là. Au matin, son état avait empiré. La fièvre s'était installée au petit matin. Comme la fièvre le fait, silencieuse et certaine. Il est allé en ville chercher le docteur. Il l'a payé en espèces avant même que l'homme ait fini d'atteler son cheval, juste pour s'assurer qu'il viendrait vite. Le docteur Pouy était vieux et sans hâte, et il avait le bon sens de ne pas poser trop de questions. Il a examiné la blessure d'Eleanor, l'a nettoyée. Il a dit à Liam qu'elle avait été coupée. Pas une chute, pas un accident. Une coupure délibérée. Le genre de coupure faite par quelqu'un qui savait où la placer pour faire des dégâts sans tuer sur le coup. Puis il a dit à Liam qu'elle avait besoin de repos, de liquide et d'air pur, et qu'elle s'en sortirait probablement si elle ne se surmenait pas. Elle allait des jumelles, a dit Liam sur le pas de la porte, puis l'a regardé par-dessus ses lunettes. Alors elle a besoin de 2 fois plus de tout ça. Vous avez quelqu'un pour vous aider? Je me débrouillerai. Puis lui a lancé un long regard. Mon garçon, a-t-il dit, bien que Liam ait 41 ans. Vous ne connaissez même pas cette fameuse fille. Je sais qu'elle est blessée, a dit Liam. C'est suffisant pour l'instant. Le vieux docteur a secoué lentement la tête, mais il y avait quelque chose sur son visage qui n'était pas de la désapprobation. Il est monté sur sa charrette et a fait claquer sa langue pour son cheval. Donnez-lui du bouillon, a-t-il dit. Gardez la blessure au sec et ne la laissez pas faire de bêtises pendant au moins une semaine. Il est parti sans demander d'honoraires. Cela a surpris Liam, mais il ne l'a pas rappelé. La fièvre est tombée le 3e jour. Liam était assis à la table de la cuisine, son café refroidi, quand il l'a entendu bouger. Puis il a entendu sa voix depuis l'arrière-salle. Pas une voix de douleur, ni un appel à l'aide. Juste une voix basse et douce parlant au bébé, leur disant quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. Il a frappé avant d'ouvrir la porte. Elle était assise, le teint revenu sur son visage. Les 2 bébés dans ses bras, tous 2 apparemment nourris. Tous 2 dormant avec cette confiance absolue et désossée que seuls les nouveau-nés atteignent. « Vous avez meilleure mine », a-t-il dit. « Je me sens mieux », a-t-elle répondu. « Merci pour le docteur, pour tout. Vous n'étiez pas obligé. »« Non », a-t-il convenu, « je n'étais pas obligé. » Elle a soutenu son regard. « La plupart des hommes ne l'auraient pas fait. Je ne suis pas comme la plupart des hommes. » Il l'a dit sans fierté ni ostentation, juste comme un fait. Il a tiré la chaise et s'est assis. « Madame Eleanor, je dois vous demander quelque chose et j'apprécierais une réponse franche. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. »« D'accord. Est-ce que quelqu'un vous cherche? » Un temps de silence. « Pourquoi demandez-vous ça? Parce que vous vous êtes caché dans mon chariot. Parce que quelqu'un vous a planté un couteau et que ce n'était pas un accident. Parce que vous voyagez avec 2 nouveau-nés en plein été, sans provisions, sans cheval, sans sac que je puisse voir. » Il a fait une pause. Ce n'est pas une femme en voyage paisible. C'est une femme en fuite.
Eleanor a baissé les yeux sur les bébés pendant un long moment. Oui, a-t-elle finalement dit. Il y a quelqu'un qui me cherche. Qui? Une autre pause, plus longue. Elle a lissé la couverture d'Iris avec son pouce. D'avant en arrière, d'avant en arrière. Son nom est Carter Pierce, a-t-elle dit. Et même prononcer ce nom semblait lui coûter quelque chose. Il est, il était mon fiancé avant, a répété Liam, avant que je comprenne ce qu'il était. Elle a alors levé les yeux, direct et ferme, et il a vu pour la première fois la chose sous la peur. La colère contenue, basse et permanente. Il a de l'argent, des hommes et des relations dans la moitié de ce comté. Il a un avocat à Midhaven qui fait tout ce pourquoi il est payé. Et il a un papier. Sa voix s'est légèrement brisée. Un papier qui, selon lui donne la tutelle légale de Rose et Iris. Liam est resté silencieux un moment. Est-ce que le cas, c'est un faux, a-t-elle dit sèchement. J'étais inconsciente quand il avait été signé par des témoins. Je ne sais pas quelle signature y figure ni ce qu'on leur a dit, mais je n'ai signé aucun document donnant quoi que ce soit à Carter Pierce. Ni mes filles, ni moi-même, rien. Avez-vous une preuve de cela? Ma parole, a-t-elle dit. C'est tout. Il l'a regardée. Elle l'a regardé en retour, sans ciller, attendant la déception particulière qu'elle avait probablement appris à attendre des hommes. Quand il réalisait à quel point elle était compliquée, il ne la lui a pas donnée. D'accord, a-t-il dit. Alors, votre parole est notre point de départ. Elle ne savait pas quoi faire de lui. Eleanor avait grandi en sachant comment fonctionnaient les hommes. Ceux qui étaient généreux en public et punitifs en privé. Ceux qui offraient de l'aide avec une main déjà posée sur la dette qu'ils comptaient percevoir. Carter Pierce lui avait appris la leçon la plus complète de toutes. Un homme qui souriait en planifiant. Un homme qui disait « Je t'aime » de la même manière qu'il disait « Tu m'appartiens ». Comme si c'était les mêmes phrases. Liam Morgan ne correspondait à aucun modèle qu'elle connaissait. Il ne l'a pas pressé pour obtenir plus d'informations après cette première conversation. Il apportait de la nourriture et la laissait. Il posait des questions sur les bébés, leur poids, s'ils se nourrissaient bien, si elle avait besoin de quelque chose pour eux. Et il écoutait sérieusement les réponses, comme si c'était des informations utiles et importantes sur lesquelles il comptait agir. Il a réparé le volet cassé de la fenêtre sans qu'on le lui demande, et le bruit a cessé et il n'en a pas parlé. Le 4e jour, il s'est assis sur les marches du porche pendant qu'elle était assise dans l'embrasure de la porte avec Rose. Et elle lui a raconté, morceau par morceau, comment elle était arrivée dans son chariot. Elle était à Millhaven, dans une pension au bord de la ville. Carter l'avait trouvée là. Elle savait qu'il finirait par le faire. Elle avait juste espéré avoir plus de temps. Il était venu avec 2 hommes et un papier, et ce sourire particulier qui était le sien. Et il lui a dit qu'elle venait avec lui, et les filles aussi. Et quand elle a refusé, elle s'est arrêtée. Il vous a coupé, a dit Liam. Ce n'était pas une question. Il a dit à son homme de le faire. Elle regarda droit devant elle, vers l'herbe sèche et le ciel bleu de l'été, comme une démonstration de ce qui se passerait si je n'arrêtais pas de l'embarrasser. Elle a respiré. J'ai couru pendant qu'ils étaient distraits. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Je savais juste que si je ne bougeais pas à ce moment-là, je n'aurais pas d'autre chance. Rose a fait un petit bruit et Eleanor a baissé les yeux vers elle. La colère sur son visage s'est adoucie pour devenir tout autre chose. Quelque chose de si féroce et protecteur que c'était presque difficile à regarder directement. Je ne le laisserai pas les avoir. Les avoir, a-t-elle dit. Je mourrai avant de le laisser les avoir. Vous n'allez pas mourir, a dit Liam. Il l'a dit doucement, comme il disait la plupart des choses. Et il ne les aura pas. Eleanor l'a regardé. Vous ne pouvez pas promettre ça. Non, a-t-il admis. Mais je peux promettre que je ne lui faciliterai pas la tâche. Elle a scruté son visage, cherchant le piège, cherchant l'angle. Pourquoi, a-t-elle dit, vous ne me connaissez pas. Liam est resté silencieux un moment. Il a tourné son chapeau dans ses mains, une habitude qu'il avait quand il choisissait ses mots avec soin. Ma femme est morte il y a 2 hivers, a-t-il dit. La fièvre l'a emporté rapidement. Nous essayons d'avoir des enfants. Ce n'est jamais arrivé. Et j'ai passé la meilleure partie de 2 ans à penser qu'il ne restait plus grand-chose sur cette terre qui vaille la peine de faire quoi que ce soit. Il a fait une pause. Vous se trouvez dans mon chariot? Je ne sais pas. C'était comme si j'étais peut-être censé être utile à quelqu'un.
Eleanor l'a regardé pendant un long moment. C'est une façon de penser dangereuse, a-t-elle dit doucement. Probablement, a-t-il convenu. Il s'est levé, a épousseté son chapeau et l'a remis sur sa tête. Mais j'ai joué la sécurité pendant 2 ans et ça ne m'a pas fait beaucoup de bien. Il s'est dirigé vers la grange. Eleanor est restée assise dans l'embrasure de la porte avec Rose endormie contre son épaule. Elle l'a regardé partir. Et elle a pensé à un homme qui avait encore assez de force en lui pour décider que les ennuis d'une étrangère valaient de la peine de s'y plonger. Elle n'avait pas cru que des hommes comme ça existaient. Elle n'était pas encore sûre d'avoir raison à son sujet. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle n'était pas sûre d'avoir tort non plus. La 5e nuit, elle a entendu des bruits de sabots sur la route. Elle était réveillée. Elle dormait d'un sommeil léger maintenant, depuis des mois, une oreille de toujours aux aguets. Elle était sur pied avant même d'être pleinement consciente de l'être. Les 2 bébés blottis contre elle, elle s'est déplacée vers le coin de la pièce, loin de la fenêtre. Les bruits de sabots ont ralenti, se sont arrêtés. Puis elle a entendu une voix à l'extérieur, basse et conversationnelle. Une vague de froid l'a traversée de la gorge à l'estomac. Elle connaissait cette voix. Elle l'aurait reconnue dans le noir, dans une foule, dans un cauchemar. Elle avait passé les 6 derniers mois à construire sa vie pour l'éviter. Carter Pierce était à la barrière. Elle s'est pressée contre le mur et serré les bébés forts et n'a pas fait un bruit. Elle a de nouveau entendu sa voix, facile, sans ordre. Ce ton particulier qu'il utilisait quand il faisait quelque chose dont il avait déjà décidé de l'issue. Et puis elle a entendu une autre voix, plus basse, plus brève, celle de Liam. Elle ne pouvait pas entendre les mots, juste leur forme. Elle est restée là, dans le noir, avec ses filles. Elle a écouté les 2 hommes parler de l'autre côté du mur. Et elle a compris que quelque chose venait de commencer. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait arrêter une fois que ça aurait pris son élan. Carter Pierce l'avait trouvé. Et Liam Morgan se tenait entre lui et la porte. Liam avait aussi entendu les bruits de sabot. Il était réveillé. Le sommeil ne lui venait jamais facilement depuis Sarah, et ces derniers temps, c'était encore plus difficile. Il était déjà à la porte au moment où le cheval a ralenti à la barrière. Il est sorti sur le porche avant que le cavalier ait eu la chance de descendre de cheval. Il est resté là, les bras ballants le long du corps. Son visage arborait ce masque vide que les hommes d'ici apprennent à mettre quand ils doivent réfléchir vite sans le montrer. L'homme à la barrière était bien habillé pour l'heure et la chaleur. C'est la première chose que Liam a remarqué. Chemise repassée, gilet propre, des bottes qui n'avaient pas beaucoup marché dans la poussière, le genre d'homme qui laissait les autres marcher pour lui. Il avait un visage qui passerait bien en photo. Mâchoire carrée, sourire facile. Le genre de physique qui inspirait confiance avant même de l'avoir mérité. Liam ne lui a pas fait confiance une seconde. « Bonsoir », a dit l'homme en s'appuyant d'un bras sur le poteau de la barrière, comme s'ils étaient des voisins qui se croisaient au magasin de fourrage. « Désolé de venir si tard. J'espère ne pas vous avoir dérangé. »« Si, vous m'avez dérangé, » a dit Liam. « Que puis-je faire pour vous? » Le sourire de l'homme est resté. Il était entraîné. « Je m'appelle Carter Pierce. Je cherche une femme, cheveux noirs, voyageant avec 2 nourrissons. Ma fiancée. Elle n'allait pas bien, elle s'est sentie confuse, elle est partie. J'ai été à moitié fou d'inquiétude. » Liam l'a regardé un long moment. « Je ne connais personne de ce genre, » a-t-il dit. Les yeux de Carter se sont tournés vers la maison. Juste un battement de cils, rapide et calculé. « Ça vous dérange si je jette un œil, juste pour me rassurer? »« Oui, ça me dérange, » a dit Liam. « C'est une propriété privée. Si vous voulez fouiller à la terre de quelqu'un, vous revenez en plein jour avec un papier qui dit que vous en avez le droit. » Quelque chose a changé derrière les yeux de Carter. À peine perceptible. Une fissure dans le plâtre. Puis le sourire est revenu, plus lisse qu'avant. « Je comprends. Pardonnez l'intrusion. J'ai juste été, vous pouvez imaginer, la future femme d'un homme, seul dehors avec 2 bébés. » Il a secoué la tête avec un air de préoccupation étudiée. « Si par hasard vous voyez quelqu'un correspondant à cette description, je vous serais reconnaissant d'envoyer un mot à l'hôtel de Melaven. Carter Pierce. Ils sauront comment me joindre. Je m'en souviendrai, » a dit Liam. Carter a soutenu son regard un instant de trop. Puis il a touché son chapeau, a fait demi-tour avec son cheval et est reparti vers la route d'un pas tranquille, sans hâte, comme un homme qui n'avait nulle part où aller. Liam l'a regardé jusqu'à ce que le son des sabots s'estompe complètement.
Puis il est rentré et s'est tenu dans le couloir, expirant lentement. Il ne croyait pas une seconde que Carter Pierce était parti. Il est allé à la porte d'Eleanor et a frappé. « J'ai entendu », a-t-elle dit avant qu'il ne puisse parler. Sa voix était stable, mais à peine. « Il reviendra », a dit Liam à travers la porte. Probablement avec ce papier et un shérif adjoint. Un silence. Combien de temps avons-nous? Peut-être jusqu'au matin, peut-être moins. Un autre silence plus long. Liam, sa voix a baissé. S'ils viennent avec un papier légal, s'il a un shérif adjoint, on s'occupera de ça quand ça arrivera, a-t-il dit. Ce soir, vous dormez. Verrouillez la porte si ça vous rassure. Je serai dans la pièce de devant. Il l'a entendu expirer. Il a entendu les doux bruits du bébé qui bougeait. Merci, a-t-elle dit doucement. Il n'a pas répondu à ça. Il est allé dans la pièce de devant, s'est assis sur la chaise près de la fenêtre et n'a pas dormi du tout. Carter Pierce est revenu à 7 heures du matin. Il est venu avec 2 hommes cette fois. L'un portait un insigne de shérif adjoint. L'autre était large d'épaules et silencieux, de la manière qui signifiait qu'il était payé pour être utile dans un certain type de situation. Ils sont entrés dans la cour d'un pas nonchalant, comme s'ils possédaient l'air autour d'eux. Liam était sur le porche avec son café. Il s'était assuré d'y être. « Monsieur Morgan », a dit Carter, d'un ton agréable de dimanche, « j'espère que vous me pardonnerez. J'ai posé quelques questions en ville, et j'ai des raisons de croire que la femme que je cherche est ici, sur votre propriété. » Il a sorti de son gilet un papier plié, propre et d'apparence officielle. « J'ai un document du tribunal établissant la tutelle légale sur les enfants mineurs d'Eleanor Gray. Et le shérif adjoint Holt, ici présent, a accepté de venir pour s'assurer que tout se déroule dans l'ordre. » Le shérif adjoint, jeune, mal à l'aise, n'a pas regardé Liam directement dans les yeux. Il a touché le bord de son chapeau. « Bonjour, Monsieur Morgan. » Liam a regardé le papier sans le prendre. « Puis-je lire ça? » Carter le lui a tendu avec un sourire. Liam l'a pris, l'a déplié et l'a lu lentement et délibérément de haut en bas pendant que les 3 hommes attendaient. Il sentait la patience de Carter s'étirer à mesure qu'il prenait son temps. Le nom d'Eleanor était sur le papier. Il y avait 2 petites filles listées comme Rose Gray et Iris Gray. Il y avait la signature d'un juge, le juge Aldis Creel du comté de Malaven, et une date d'il y a 3 semaines. Il y avait une signature de témoin en dessous, un nom que Liam ne reconnaissait pas. Ce qu'il n'y avait pas, c'était la signature d'Eleanor, nulle part. Il l'a replié et le lui a tendu. Il n'y a pas son consentement là-dessus, a dit Liam. La tutelle ne requiert pas le consentement du pupille, a dit Carter doucement. Juste celui du tribunal. Elle requiert le consentement de la mère quand la mère est vivante et compétente, a dit Liam, ce qu'elle est. Le sourire de Carter s'est légèrement affaissé. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Morgan, vous n'êtes pas avocat. Vous non plus, a dit Liam. Shérif adjoint. Il a regardé le jeune homme. J'aimerais que vous regardiez ce document et que vous me disiez où la signature d'Eleanor Gray y apparaît. Le shérif adjoint a regardé Carter. Puis il a regardé Liam. Puis il a regardé le papier dans la main de Carter avec l'expression particulière d'un homme qui commençait à comprendre qu'on ne lui avait pas dit toute la vérité. Monsieur Pierce m'a dit que la femme avait signé. J'aimerais que vous regardiez le papier, a répété Liam doucement. La main de Carter s'est crispée sur le document. C'est une perte de temps pour tout le monde. La femme est ici. Elle a besoin de soins médicaux et ses enfants doivent être dans un foyer convenable. Elle a des soins médicaux, a dit Liam, et les enfants sont dans un foyer convenable. Votre foyer? La voix de Carter s'est aiguisée, l'amabilité baissant d'un cran. Vous avez rencontré cette femme il y a 1 semaine. Vous n'avez aucun droit. Je ne revendique aucun droit, a dit Liam. Je souligne que vous n'en avez pas non plus. Pas un droit légal. Pas sans son nom sur ce papier. L'homme large d'épaule derrière Carter a changé de poids. Liam l'a remarqué et ne l'a pas regardé. Regardez l'homme qui pourrait vous frapper, c'était l'invité à le faire. Shérif adjoint, a dit Carter en se tournant vers le jeune homme. J'ai besoin que vous... J'ai besoin d'1 minute, a dit le shérif adjoint. Il a regardé Liam. Puis-je... La femme est-elle ici? Peut-elle parler pour elle-même? La mâchoire de Carter s'est crispée, mais il ne pouvait pas dire non à un shérif adjoint. Pas à voix haute, pas avec Liam qui regardait. Elle le peut, a dit Liam. Il s'est tourné vers la porte. Eleanor. Elle avait tout entendu. Elle se tenait juste à l'intérieur de la porte.
Rose et Iris étaient toutes deux dans l'arrière-salle, sur le lit de camp qu'elle avait fait pour elle. Et elle avait écouté la voix de Liam, stable comme un poteau de clôture dans un sol sec. Elle s'était forcée à respirer lentement et délibérément, et à penser clairement. Elle avait passé 6 mois à avoir peur de Carter Pierce, peur de ce qu'il pouvait faire, de qui il connaissait, de combien d'argent il avait, de la fluidité de ses mensonges. Elle avait laissé la peur la rendre petite, silencieuse et facile à coincer. Elle avait toujours peur. Elle n'allait pas laisser cette peur la rendre petite aujourd'hui. Elle est sortie sur le poche. Carter l'a regardée et son visage a fait 3 choses en succession rapide. Le soulagement, la satisfaction, le calcul. Si vite qu'elle doutait que le shérif adjoint ait remarqué quoi que ce soit. Elle a vu les 3 parfaitement. Elle avait eu beaucoup de temps pour étudier son visage. Eleanor, a-t-il dit, et il a fait sonner son nom comme une main posée sur une épaule sans permission. Dieu merci, j'ai été si inquiet. J'en suis sûr, a-t-elle dit. Elle a regardé le shérif adjoint. Il était jeune, 25 ans peut-être, avec un visage rasé de près et une expression qui avait commencé la matinée avec confiance et qui s'effilochait maintenant sur les bords. Monsieur, a-t-elle dit, je suis Eleanor Gray. Ce sont mes filles dans cette maison. Je n'ai signé aucun document donnant à Carter Pierce la tutelle sur elle ou l'autorité sur moi. J'étais inconsciente la nuit où ce papier a été prétendument signé par des témoins. Je ne sais pas quel nom y figure, mais ce n'est pas le mien. Le shérif adjoint a ouvert la bouche. Carter l'a interrompu. Eleanor, tu étais malade. J'étais drogué. Elle l'a dit d'un ton plat. Claire, ne faites pas ça. Silence. Même le shérif adjoint s'est immobilisé. Le visage de Carter a alors fait quelque chose qu'elle ne lui avait vu faire que 2 fois auparavant. Le masque a glissé juste une seconde. Et en dessous, il y avait quelque chose de froid et de précis qui n'avait rien à voir avec l'inquiétude ou l'amour ou toutes les choses qu'il jouait si bien en public. Tu es confuse, a-t-il dit, et sa voix était devenue très basse. Tu as été malade, et cet homme, il a fait un geste vers Liam avec un mépris à peine déguisé et clairement profité d'une femme vulnérable. Monsieur Pierce, la voix du shérif adjoint était différente maintenant, plus petite, prudente. Je pense que je dois avoir une conversation avec le juge Creel avant d'aller plus loin. Carter s'est tourné vers lui. Holt. Elle dit qu'elle n'a pas signé le papier, a dit le shérif adjoint. Je ne peux pas. Je ne vais pas retirer des enfants à leur mère sur la base d'un papier qu'elle dit n'avoir jamais signé. Ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à faire. Il a regardé Liam, puis Eleanor. Madame, êtes-vous ici de votre plein gré? Oui, a-t-elle dit. Êtes-vous retenue ici contre votre volonté? Non. Ces enfants sont-ils en sécurité? Oui. Il a hoché la tête. Il a regardé Carter Pierce avec l'expression d'un homme qui était venu ici pour une simple course et qui comprenait maintenant qu'on s'était servi de lui. Ça ne lui plaisait pas. Liam pouvait le voir clairement. Monsieur Pierce, a dit le shérif adjoint, je pense que vous devriez parler à votre avocat avant de continuer. Je ne prendrai aucune mesure sur ce document aujourd'hui. Carter Pierce est resté très immobile. Liam l'a observé. Il avait déjà vu des hommes comme Carter. Des hommes qui n'ont jamais appris à perdre avec grâce parce qu'ils n'ont jamais eu à perdre du tout. Il pouvait voir le calcul se faire derrière ses yeux faciles. Il pouvait voir Carter décider que ce round était terminé et que le suivant était déjà en préparation. Bien sûr, a dit Carter, et le sourire est revenu, lisse et patient. Bien sûr, je comprends. Eleanor. Il l'a regardée et sa voix a baissé pour devenir quelque chose de conçu pour paraître intime. Ce n'est pas fini. Non, a-t-elle convenu, ce n'est pas fini. Il a soutenu son regard un instant de plus que nécessaire. Puis il a tourné son cheval et est parti. L'homme large d'épaules l'a suivi. Le shérif adjoint est resté juste assez longtemps pour dire, à voix basse et directement à Liam, « Ce papier ne me semble pas correct. Je suis désolé d'être venu ici avec. Je ne savais pas. » « Je sais que vous ne saviez pas, a dit Liam. Le shérif adjoint est parti à leur suite et la cour est redevenue silencieuse. Eleanor est restée sur le poche et a regardé la route jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ses mains tremblaient. Elle les a plaquées contre ses flancs pour qu'elle s'arrête. « Vous avez bien fait, a dit Liam à côté d'elle. Je suis terrifiée, a-t-elle dit. Ça ne se voyait pas. Tant mieux. Elle a expiré.
C'est le but. À midi, la nouvelle s'était répandue en ville. C'était toujours comme ça. Un endroit comme Harlow était assez petit pour que 3 chevaux se rendant sur les terres de Morgan et revenant sans ce qu'ils étaient allés chercher soit une histoire qui se retrouverait dans 3 cuisines avant midi. Liam est allé en ville pour des provisions et est revenu avec une expression sur le visage qu'Eleanor avait appris à lire au cours de la semaine passée. La mâchoire serrée, prudent avec ses mots. Les gens parlent, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Ils parlent, a-t-il dit, de moi. Il a posé les provisions sur la table. Une version des faits circule. Carter a été occupé. Il a dit aux gens que vous aviez pris les filles, qu'elles étaient ses filles, que vous vous étiez enfuis par dépit. Eleanor a senti la colère la traverser comme un courant. Ce sont mes filles. Il n'a aucun lien de sang. Je le sais, a dit Liam. Mais il est dans ce comté depuis des années et vous êtes ici depuis 5 jours. Les gens croient ce qu'ils connaissent déjà. Elle s'est assise lentement. Donc, je suis déjà condamné, pas par tout le monde. Il s'est retourné. Le docteur Pouy n'y croit pas. Et le shérif adjoint, Holt, il n'est pas à l'aise avec tout ça. Je l'ai vu. Ce sont 2 personnes de votre côté qui comptent. Et tous les autres. Il est resté silencieux un moment, assez honnête pour ne pas enjoliver les choses. Vous allez devoir les laisser vous voir, a-t-il dit. Pas vous cacher ici comme si vous étiez coupable de quelque chose. Vous devez être en ville. Les gens doivent voir une mère avec ses filles, pas une histoire inventée par Carter Pierce. Eleanor a regardé ses mains sur la table. Elle avait passé toute sa vie à essayer de ne pas prendre trop de place, de ne pas avoir trop de besoins, de ne pas trop vouloir, de ne pas trop dire. Carter avait cultivé cela en elle avec soin et délibérément. Parce qu'une femme qui se fait petite est plus facile à gérer. J'ai peur, a-t-elle dit doucement. Je sais, a dit Liam. Il s'est assis en face d'elle. Mais avoir peur et se cacher, ça ressemble beaucoup à de la culpabilité pour les gens qui ne font pas la différence. Elle a levé les yeux. Venez avec moi. Il a rencontré ses yeux. Si vous voulez que je sois là. Je veux que vous soyez là, a-t-elle dit. C'était la chose la plus directe qu'elle ait demandée depuis son arrivée. Elle l'a vu enregistrer cela. Il a hoché la tête une fois, d'un air professionnel, s'est levé et est allé voir les chevaux. Mais elle a surpris le petit changement dans son expression avant qu'il ne se détourne. Quelque chose qui avait été fermé, à peine, s'ouvrant doucement au Edicacun. Ils sont allés à Harlow le jeudi. Eleanor portait sa meilleure robe restante, la bleue, celle qui n'avait pas été déchirée. Elle portait Iris, tandis que Liam portait Rose. Et ils ont marché ensemble dans la rue principale sous la chaleur de la mi-journée. Les gens regardaient, bien sûr, ils regardaient. Eleanor a gardé le menton haut et a affronté chaque regard avec un calme qu'elle fabriquait une respiration à la fois. Au magasin général, une femme nommée Madame Aldrin s'est délibérément mise sur leur chemin. C'était le genre de femme qui se croyait le centre de la conscience d'une ville. Elle a regardé Eleanor avec un mélange particulier de pitié et de jugement qu'Eleanor reconnaissait de chaque ville où elle avait vécu. « Alors, c'est vous que Carter Pierce cherchait, » a dit Madame Aldrin. « Pas à Liam, à Eleanor, le coupant délibérément. »« Je suis Eleanor Gray, » a dit Eleanor. « Et voici mes filles, Rose et Iris. » Madame Aldrin a regardé les bébés. Quelque chose a vacillé sur son visage. Il dit qu'elles sont à lui. « Il a tort, » a dit Eleanor. « Il a tort sur beaucoup de choses. C'est un homme très respecté dans ce comté, madame. » La voix de Liam était calme, égale et finale. Cette femme en a assez vu. Si vous avez des questions, elles peuvent attendre. Madame Aldrin l'a regardé sèchement. Elle n'avait pas l'habitude d'être interrompue, mais il y avait quelque chose dans le ton de Liam Morgan qui décourageait de la discussion. Pas de la colère, juste une certitude absolue. Le genre de certitude contre laquelle il en coûte de s'opposer. Elle s'est écartée. Ils ont continué leur chemin. Eleanor a gardé les yeux fixés devant elle et ne s'est pas permis de regarder en arrière. Liam n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Le fait qu'il soit à côté d'elle, stable et sans hâte, disait tout ce qui devait être dit. Au bout de la rue, hors de portée de voix, Eleanor a dit « Merci. Ne me remerciez pas, a-t-il dit. Continuez simplement à marcher. » Elle a presque souri. Elle a continué à marcher. Elle n'a pas vu l'homme appuyé contre le poteau devant le saloon, 3 portes plus loin, les regardant partir. Elle ne l'a pas vu se redresser, sans hâte, et sortir une montre de poche.
Elle ne l'a pas vu regarder l'heure comme le fait d'un homme qui attendait le moment exact et venait de décider qu'il était arrivé. Elle regardait devant elle. C'était le bon instinct. Elle avait juste fait l'erreur de supposer que la menace était derrière elle. Ce n'était pas le cas. Carter Pierce avait des hommes dans cette ville qu'elle n'avait pas encore vus. Et au moins l'un d'eux venait d'envoyer un message à Millhaven pour dire qu'Eleanor Gray s'était rendue visible. À la tombée de la nuit, Carter Pierce saurait exactement où elle était, qui était à ses côtés et sous quel angle frapper ensuite. L'homme devant le saloon s'appelait Decker. Eleanor ne le savait pas encore. Elle ne le saurait que lorsqu'il serait presque trop tard. Liam l'a découvert le soir même. Pete Harlow, qui possédait le magasin de fourrage et connaissait Liam depuis 11 ans, est passé à la ferme juste avant le souper. Il s'est tenu à la barrière, son chapeau dans les deux mains, avec l'air d'un homme apportant de mauvaises nouvelles qu'il aurait souhaité que quelqu'un d'autre tire au sort. « Je ne veux pas me mêler de vos affaires, a dit Pete, mais j'ai pensé que vous voudriez savoir. Il y a un type en ville depuis mardi. Decker, il l'appelle. Il travaille pour Pierce. Il a posé des questions sur vous, sur la femme, sur vos terres. Qui possède quoi s'il y a des dettes impayées sur la propriété, si les registres du cadastre sont à jour? » Liam s'est immobilisé. Pourquoi s'intéresserait-il au registre du cadastre? Pete l'a regardé fixement. Parce que s'il y a une divergence dans l'acte de propriété, quoi que ce soit, même une erreur de plume, un homme avec le bon avocat peut bloquer la propriété d'un terrain au tribunal pendant 6 mois. Et si votre terrain est en litige, vous perdez votre crédibilité. Vous ne pouvez pas servir de témoin de moralité. Vous ne pouvez pas fournir de résidence légale à quiconque. Il a fait une pause. Il ne s'agit pas de la femme, Liam, ou pas seulement d'elle. Pierce s'attaque au sol sous vos pieds. Liam est resté à la barrière un long moment après le départ de Pete. Le soir d'été se rafraîchissait légèrement. Quelque part derrière la grange, une alouette chantait comme si le monde allait parfaitement bien. Il est rentré et l'a dit à Eleanor. Elle est restée très immobile pendant qu'il parlait. Elle avait les 2 bébés endormis dans l'arrière-salle. Ses mains étaient enroulées autour d'une tasse de café refroidi. Et elle était assise immobile, comme les gens s'assoient quand ils utilisent toute leur énergie disponible pour ne pas s'effondrer. Il a déjà fait ça, a-t-elle dit quand Liam a fini. À Grover City. Il y avait un homme là-bas, un prédicateur qui a essayé de m'aider. Carter a trouvé un litige fiscal sur la propriété de son église. 3 semaines plus tard, le prédicateur était trop occupé à se battre pour garder son bâtiment pour consacrer du temps à ma situation. Elle a levé les yeux. Carter ne combat pas les gens. Il combat le sol sur lequel ils se tiennent. Alors, nous allons nous assurer que le sol est solide, a dit Liam. Comment? Je vais au chef-lieu du comté demain. Je vais obtenir une copie certifiée de mon acte de propriété. Je le ferai vérifier, attester et enregistrer à nouveau, tout frais, pour qu'il n'y ait aucune question et aucune faille par laquelle quelqu'un pourrait faire passer un procès. Il s'est assis en face d'elle. Mais Eleanor, je dois savoir quelque chose d'abord. Elle a rencontré ses yeux. Y a-t-il autre chose? A-t-il dit? Quelque chose qu'il a sur vous que je ne sais pas. Quelque chose qui aurait l'air mauvais si ça sortait devant un juge. J'ai besoin de tout savoir maintenant. Pas dans une salle d'âme d'audience. Il a soutenu son regard. Il l'a regardé, décidé de lui faire confiance. Il a observé tout le calcul traverser son visage, et il ne l'a pas pressé. Il n'a pas insisté. Il a juste attendu, comme il avait appris à s'attendre les choses qui comptaient. Le père des filles, a-t-elle dit. Carter n'est pas leur père, il le sait. Nous étions fiancés, mais nous n'avons jamais été mariés. Et Rose et Iris sont nés avant tout ça. D'un homme qui est mort avant de pouvoir savoir pour elles. Carter sait qu'elles ne sont pas de lui. Il s'en fiche. Il les veut parce qu'elles sont un moyen de pression. Tant qu'il les a, il me tient. Et tant qu'il me tient, elle s'est arrêtée. Je gérais une grande partie de ses comptes professionnels. J'ai gardé des registres qu'il préférerait ne pas voir exister. Liam est resté silencieux un moment. Quel genre de registre? Le genre qui intéresserait un commissaire fédéral des terres, a-t-elle dit. Carter vend des parcelles de territoire qu'il ne possède pas légalement. Des terres du gouvernement, principalement. Il a un homme au bureau des terres qui ajuste les relevés. Il fait ça depuis 4 ans. Elle a sorti de son corsage une petite enveloppe pliée, usée au pli d'avoir été portée près du corps. J'ai copié 12 transactions avant de partir. Nom, date, montant, numéro de parcelle. Ce n'est pas tout, mais c'est suffisant. Liam a regardé l'enveloppe.
Il ne l'a pas touché. Eleanor, a-t-il dit avec précaution. Ce document est la raison pour laquelle il vous veut de retour. Pas les filles, pas vous. Ça, je le sais, a-t-elle dit. Il n'arrêtera pas, je le sais aussi. Pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé? Allez directement au commissaire des terres. Parce que j'étais seul avec 2 nouveaux-nés et une blessure au couteau, a-t-elle dit, et sa voix était stable, mais pas ses yeux. Parce que je ne savais pas qui d'autre il avait payé. Parce que je fuyais et j'avais à peine assez de force pour continuer à fuir, encore moins pour entrer dans un bureau du gouvernement et remettre des preuves contre un homme avec des avocats dans 3 comtés. Elle a expiré. J'attendais de trouver un endroit assez sûr pour respirer. Liam l'a regardé un long moment. Puis il a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la sienne, juste une seconde. Bref, prudent, ne demandant rien. Vous l'avez trouvé, a-t-il dit. Elle a baissé les yeux sur sa main, puis l'a regardé de nouveau. Et elle n'a rien dit, car elle avait peur que si elle ouvrait la bouche à ce moment-là, elle pleurerait. Et elle n'avait pas pleuré une seule fois depuis la nuit où elle s'était enfuie. Et elle n'allait pas commencer maintenant. Il est parti pour le chef-lieu du comté aux premières lueurs. Eleanor l'a regardé partir et a passé la matinée à faire des choses ordinaires avec une attention extraordinaire. Nourrir les filles, laver le linge, balayer le porche, tous les petits actes ordinaires d'une vie reconstruite à partir de zéro. Chacun un acte de défi silencieux contre tout ce que Carter Pierce voulait pour elle. Elle étendait le linge quand le docteur Pwitt est arrivé. Il est descendu de sa charrette avec le soin délibéré d'un homme qui avait appris à économiser son énergie. Il s'est approché de la clôture et l'a regardé avec ses yeux prudents par-dessus ses lunettes. « Vous avez meilleure mine, a-t-il dit. « Je me sens mieux, a-t-elle répondu. Liam est allé au chef-lieu du comté. « Je sais, c'est pour ça que je suis venu maintenant. » Il a jeté un coup d'œil vers la route, puis est revenu à elle. « Je veux vous parler sans qu'il devienne protecteur et rende les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent. » Il a sorti de sa veste une enveloppe, plus épaisse que la sienne, d'apparence officielle. « J'ai demandé une faveur à un vieil ami de Melaven, un homme nommé le juge Beaumont. »« Pas Creel, Beaumont. C'est l'autre juge, celui que Carter Pierce n'a pas réussi à acheter. » Eleanor a posé le linge et s'est approchée de la clôture. « Qu'est-ce que c'est? » a-t-elle dit. « Une requête d'urgence, a dit Pwitt, contestant la légitimité de l'ordonnance de tutelle de Creel, au motif que le consentement de la mère n'a pas été obtenu et que le document pourrait avoir été frauduleusement attesté. Ça ne l'annule pas aujourd'hui, mais ça la suspend. Pierce ne peut pas agir sur ce papier tant que Beaumont ne l'a pas examiné. Et Beaumont me doit assez pour l'examiner rapidement. Il l'a regardé par-dessus ses lunettes. J'ai besoin de votre récit écrit. Ce qui s'est passé la nuit où le papier a été prétendument signé, où vous étiez, dans quel état vous étiez, pourquoi votre signature n'apparaît pas. La gorge d'Eleanor s'est serrée. Pourquoi faites-vous ça? Parce que je suis médecin dans ce comté depuis 31 ans, a dit Pwitt. Et j'ai vu ce que des hommes comme Pierce font aux femmes qui n'ont personne dans leur coin. Et je suis assez vieux pour que les conséquences ne m'effraient plus beaucoup. Il lui a tendu un stylo. Écrivez-le, Eleanor. Chaque détail dont vous vous souvenez. N'édulcorez rien. Elle a pris le stylo. Sa main tremblait légèrement. Elle l'a étudié. Elle a écrit pendant 40 minutes à la table de la cuisine pendant que Pwitt était assis sur le porche et buvait le café qu'elle avait laissé sur le poêle. Elle a tout écrit. La nuit, les hommes, la douleur, le papier poussé devant son visage alors que la pièce tanguait encore. La voix de Carter lui disant d'arrêter de rendre les choses difficiles. Elle l'a écrit en langage simple, sans fioriture, car la vérité n'en a pas besoin. Quand elle a apporté les pages, Pwitt les a lues sans expression, puis l'a regardé. « Vous êtes sûr de tout ça? » « De chaque mot, a-t-elle dit. Il a plié les pages dans l'enveloppe et l'a rangé dans sa veste. Il est remonté sur sa charrette. Il l'a regardé depuis son siège avec ce regard fixe et à lunettes. « Beaumont aura ça demain, a-t-il dit. Après ça, il a haussé une épaule maigre. On verra. Pierce a le bras long, mais même son bras a des limites. Il est parti et Eleanor est restée à la clôture et l'a regardé partir. Et elle a pensé à toutes les personnes qui étaient apparues cette semaine avec leurs petites ouettes d'aide. Pete Harlow avec son avertissement, le shérif adjoint avec son malaise, Pwitt avec sa requête. Et elle a pensé qu'elle avait passé si longtemps à s'attendre au pire de la part des gens qu'elle avait presque oublié que certains d'entre eux étaient capables du contraire.
Elle était toujours là quand elle a entendu Iris commencer à pleurer de l'intérieur de la maison. Et elle s'est retournée et est entrée, de retour au travail de la journée, de retour au labeur ordinaire et extraordinaire de garder deux petites vies nourries, au chaud et entières. Liam était de retour en fin d'après-midi avec l'acte de propriété certifié et une expression sur son visage qu'Eleanor n'avait jamais vue auparavant. Quelque chose de tendu, de contenu, comme un homme qui garde quelque chose à l'intérieur jusqu'à ce qu'il décide quoi en faire. Elle a attendu qu'il ait mis le cheval à l'écurie, qu'il soit entré et se soit assis avant de demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé un papier sur la table. Pas l'acte de propriété, un autre papier. Le greffier du comté m'a montré ça, a-t-il dit, déposé il y a 2 jours. Carter Pierce a demandé au tribunal une injonction. Il prétend que vous êtes mentalement inapte à vous occuper des enfants et que votre association avec moi représente un danger pour leur bien-être. Il a fait une pause. Il m'a nommé spécifiquement. Il dit que j'ai des antécédents d'instabilité depuis la mort de Sarah. Eleanor a fixé le papier. Il vous traite d'instable. Il a fait parler des gens. Sa mâchoire était crispée. Rien ne m'est arrivé après Sarah. J'ai fait mon deuil. Je suis resté à l'écart. Mais un homme qui reste à l'écart peut être dépeint de n'importe quelle manière si personne ne regarde de près. Il essaie de vous discréditer, a-t-elle dit, de vous enlever votre témoignage avant que vous ne puissiez le donner. C'est ce que je pense. Il la regarda fixement. Eleanor, ça va aller jusqu'à une audience. On ne peut plus l'éviter maintenant. La requête de Beaumont. Puis m'en a parlé quand je me suis arrêté pour abreuver le cheval. C'est une bonne chose. Ça nous fait gagner du temps. Mais finalement, nous nous tiendrons devant un juge, nous dirons la vérité et nous le laisserons décider. Un temps de silence. Êtes-vous prête pour ça? Elle l'a regardé. La lumière tombait bas dans la cuisine et tout semblait très propre et simple. Et elle a pensé à toutes les fois où elle avait attendu que quelqu'un d'autre décide de ce qui allait se passer dans sa vie. J'ai toujours été prête, a-t-elle dit. J'avais juste besoin d'un endroit assez sûr pour me tenir debout. Il a soutenu son regard et quelque chose en lui s'est apaisé. Un dernier doute s'est tu, et il a hoché la tête. L'audience a été fixée au mercredi suivant, dans 4 jours. Eleanor les a comptés comme on compte les jours quand chacun semble être un pari. Le lundi, Carter Pierce a fait son 3e coup. Elle était dans la cour avec Iris quand la femme est apparue à la barrière. Pas un homme cette fois. Carter avait compris, apparemment, que les hommes à la clôture d'Eleanor ne jouaient pas en sa faveur. C'était une femme dans la quarantaine, bien habillée, avec un visage qui avait appris à paraître sympathique sans vraiment s'engager dans un sentiment. Mademoiselle Gray, a dit la femme, mon nom est Vera Whitmore. Je représente l'Association pour le bien-être des enfants du comté de Milhaven. Elle a produit une carte. Nous avons reçu un signalement préoccupant concernant le bien-être de 2 petites filles sous votre garde. Je suis ici pour mener une évaluation. Eleanor a regardé la carte. Puis elle a regardé la femme. Qui a fait le signalement, a-t-elle dit. Les signalements sont confidentiels, a dit Vera agréablement. Qui vous envoie, a dit Eleanor. Le regard agréable de Vera a tenu, mais ses yeux ont légèrement changé. Comme je l'ai dit, je sais qui vous envoie, a dit Eleanor. Et je sais ce que vous êtes venu voir. Vous êtes la bienvenue pour entrer et voir mes filles et la maison où elles vivent. Mais je veux que vous compreniez quelque chose avant de le faire. Elle s'est reculée de la barrière et l'a ouverte. Quoi que vous écriviez dans votre rapport, il doit refléter ce que vous voyez réellement, pas ce qu'on vous a dit de voir. Parce que j'ai un document en cours d'examen par le juge Beaumont en ce moment. Et quand tout cela sera terminé et que tout sortira, les gens liront très attentivement ce que toute personne liée à Carter Pierce a dit ou fait pendant ces 4 jours. Vera Whitmore est devenue très immobile. Et je me souviendrai de votre nom, a dit Eleanor, sans menacer, juste avec certitude. La femme est entrée. Elle a traversé la maison. Elle a regardé les filles, en bonne santé, propres, nourries, dormant dans la douce lumière de l'après-midi. Elle a regardé la cuisine, le foyer, le petit ordre soigné d'une maison tenue par une femme qui savait ce qu'elle faisait. Elle a écrit des choses dans un petit carnet et a très peu parlé. À la porte, elle a fait une pause. Mademoiselle Gray, a-t-elle dit, et sa voix était différente maintenant, plus basse. Pour ce que ça vaut, je ne savais pas qu'il y avait une requête au tribunal quand on m'a demandé de venir ici. On m'a dit que c'était une visite de routine pour le bien-être. Elle a rangé son carnet.
Je vais écrire ce que j'ai vu. C'est tout ce que je demande, a dit Eleanor. Vera est partie. Eleanor l'a regardé partir, puis a fermé la porte et s'est appuyée contre elle. Elle s'est laissée trembler pendant 30 secondes complètes avant de se redresser et d'aller voir les filles. Elle était encore debout près de leur berceau à regarder leur visage, quand elle a de nouveau entendu des bruits de sabots. Tout son corps s'est tendu. Mais ce n'était que Pete Harlow. Et avec lui, de manière inattendue, se trouvait le jeune shérif adjoint, Holt, et un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Plus âgé, portant un manteau sombre et une expression sérieuse qui disait l'officiel sans avoir besoin d'un insigne. Elle est allée à la porte. Holt l'a regardée depuis son cheval. « Mademoiselle Gray, voici Monsieur Greer. C'est un enquêteur du Bureau fédéral des terres. Il dit qu'il enquête sur Carter Pierce depuis un certain temps. Il a fait une pause, et il dit qu'on lui a dit que vous pourriez avoir des documents qui l'aideraient. » Eleanor est devenue très immobile. Elle a regardé l'homme au manteau sombre. Il l'a regardé en retour, calme, patient. Le regard d'un homme qui avait appris à attendre sans rien laisser paraître. « Qui vous a dit ça? » a-t-elle demandé. « Un médecin nommé Pouet, » a dit Greer. Il était persuasif. Eleanor a posé sa main sur le cadre de la porte pour se stabiliser. Elle a pensé à la petite enveloppe pliée qu'elle portait contre sa peau depuis 6 mois. À travers la peur, la fuite, une blessure au couteau et 2 semaines dans la maison d'un étranger. Elle a pensé aux 12 transactions et aux noms des hommes qui les avaient signées. Elle a pensé à Carter Pierce se tenant à la barrière avec son sourire facile et sa certitude qu'elle n'avait nulle part où aller. « Entrez, a-t-elle dit, je vais faire du café. » Elle s'est reculée de la porte et pour la première fois en 6 mois, Eleanor Gray a senti le poids qu'elle portait se déplacer. Pas se lever entièrement, pas encore, mais se déplacer. Comme quelque chose qui avait pesé sur sa poitrine si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était de respirer sans. L'audience était mercredi. Carter Pierce allait entrer dans cette salle d'audience en croyant déjà connaître l'issue. Il avait passé 6 mois à s'en assurer, achetant des juges, payant des avocats, envoyant des hommes se tenir aux barrières et des femmes traverser des maisons, et des greffiers déposer des papiers conçus pour saper le terrain sous les pieds de ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Il n'avait pas prévu qu'Eleanor Gray serait encore debout. Il n'avait pas prévu qu'un homme comme Liam Morgan se tiendrait à ses côtés. Et il n'avait pas prévu, pas une seule seconde, l'enveloppe qu'elle a sortie de sa robe et posée sur la table de la cuisine devant l'enquêteur fédéral. D'une main ferme et d'un regard clair, pendant que le café arrivait à ébullition sur le poêle. Greer a passé 2 heures à la table de la cuisine. Il a lu chaque page des documents d'Eleanor 2 fois, a posé des questions précises d'une voix basse et sans hâte, et a écrit des choses dans un carnet en cuir avec l'efficacité concentrée d'un homme qui construisait un dossier depuis longtemps et venait de recevoir la pièce qui lui manquait. Quand il a eu fini, il a fermé le carnet et a regardé Eleanor directement. « Ces 12 transactions, a-t-il dit, vous les avez copiées vous-même. Du grand livre privé de Carter, a-t-elle dit. Il le gardait dans le tiroir du bas de son bureau. Il ne savait pas que je l'avais vu. Il ne pensait pas que je faisais attention. Et vous pouvez témoigner de l'endroit et du moment où vous les avez copiés? Oui. Et l'homme du bureau des terres, Père Le Serge, vous avez vu son nom dans ses registres personnellement. J'ai écrit ce que j'ai vu, a-t-elle dit. Chaque mot dans cette enveloppe est exact. Greer l'a regardé un moment, puis il a dit, « Mademoiselle Gray, comprenez-vous que témoigner de cela au tribunal vous exposera à des représailles légales directes de la part de Carter Pierce et d'au moins 3 autres hommes qui ont des raisons de vouloir que ces registres soient enterrés? » Eleanor l'a regardé fixement. « Monsieur Greer, Carter Pierce a envoyé un homme me planter un couteau alors que je tenais mes filles. Je comprends le risque. » Greer a hoché la tête une fois, le hochement de tête d'un homme qui note quelque chose dans un registre interne privé. « D'accord, a-t-il dit. Il s'est levé, a rangé le carnet et a boutonné son manteau. Je ne serai pas à l'audience mercredi. Ma présence compliquerait les choses et Carter saurait que nous sommes plus avancés que nous ne le sommes. Mais après l'audience, il l'a regardé. Quoi qu'il arrive mercredi, vous venez me voir. N'attendez pas. Ne négociez pas avec lui. N'acceptez aucun accord qu'il propose, peu importe à quel point il semble raisonnable. Venez directement me voir. Et si mercredi ne va pas dans notre sens, a-t-elle dit. Alors j'agirai plus vite qu'il ne s'y attend, a dit Greer. Il a été prudent pendant 4 ans.
Les hommes qui sont prudents pendant longtemps ont tendance à devenir confiants. Les hommes confiants font des erreurs. Il a pris son chapeau. Vous m'avez déjà donné assez pour commencer. Mercredi est une bataille. Ce qui vient après, c'est la guerre. Il est parti avec Holt et la maison est redevenue silencieuse. Et Eleanor s'est assise à la table, les mains à plat sur le bois, et a respiré jusqu'à ce que son rythme cardiaque redescende à un niveau gérable. Liam est entré de la grange, où il était délibérément resté à l'écart de Greer, lui laissant l'espace pour gérer la situation elle-même. Il a regardé son visage et l'a lu comme il avait appris à la lire en 2 semaines. Rapidement et sans avoir besoin de beaucoup de détails. « Eh bien, a-t-il dit, il pense que les documents sont suffisants, a-t-elle dit, pour l'affaire fédérale en tout cas. Et mercredi, elle a levé les yeux. Mercredi, c'est toujours mercredi. Il s'est assis en face d'elle. Il a posé ses 2 mains sur la table et l'a regardée avec ce calme constant et sombre qu'elle avait appris à comprendre comme n'étant pas l'absence de sentiments, mais sa gestion délibérée. « Je serai là, a-t-il dit, juste à côté de vous. » Elle a failli lui dire que ce n'était pas son combat. Les mots se sont formés dans sa gorge comme il l'avait toujours fait. Le vieux réflexe, l'instinct entraîné de se faire plus petite, d'avoir moins de besoins, d'insister sur le fait qu'elle pouvait se débrouiller seule. Elle avait passé des années à perfectionner cette forme particulière de fierté. Elle l'a laissé partir. « Je sais, a-t-elle dit. Merci. » Il n'en a rien fait. Il a juste hoché la tête, s'est levé pour commencer le souper, et Eleanor était restée assise à la table et l'a regardé se déplacer dans la cuisine avec la compétence tranquille d'un homme qui avait appris à tout faire seul. Et elle a pensé que c'était la chose la plus triste et la plus reconnaissable qu'elle ait jamais vue. Mardi est arrivé et a failli tout briser. Elle allaitait Eris dans la pièce de devant quand elle a entendu le chariot sur la route. Pas des bruits de sabots cette fois. Un chariot lent et délibéré. Puis le son de son arrêt à la barrière. Elle a doucement posé Iris et est allée à la fenêtre. 2 hommes dans le chariot qu'elle ne connaissait pas, mais entre eux, les mains jointes sur ses genoux et le visage arrangé dans l'expression particulière d'une femme qui croyait faire ce qu'il fallait, se trouvait la mère d'Eleanor. Tout le corps d'Eleanor est devenu froid. Sa mère, Margaret Gray, 61 ans, presbytérienne, inébranlable dans ses convictions, n'avait pas parlé à Eleanor depuis 9 mois. Pas depuis qu'Eleanor avait refusé de retourner avec Carter. Pas depuis que Margaret avait dit de sa voix soigneusement modulée qu'Eleanor jetait un homme bon et une vie sûre à cause de ce qu'elle appelait un sentiment, et que les sentiments n'étaient pas une raison suffisante pour ruiner son avenir. Eleanor n'avait pas répondu à cette lettre. Elle n'avait pas répondu aux 2 qui avaient suivi. Et maintenant, Margaret Gray était à la barrière. Liam est entré de l'arrière et a regardé le visage d'Eleanor. « Qu'est-ce qu'il y a? » « Ma mère, a dit Eleanor. Les mots sont sortis plats. Il a regardé par la fenêtre, puis il a regardé de nouveau. « Tu veux la voir? » Eleanor a eu environ 30 secondes pour décider. Elle pouvait dire non. Elle pouvait rester à l'intérieur et attendre que le chariot parte. Elle pouvait se protéger de ce que Carter Pierce avait dit à sa mère. Quelle que soit la version des événements qui avaient poussé Margaret Gray à monter dans un chariot avec 2 des hommes de Carter et à se rendre à la ferme de Liam Morgan. Elle est allée à la porte, le visage de sa mère quand elle a vu Eleanor. Il y a eu une seconde non gardée, juste une, où le soulagement l'a traversée si complètement que cela ressemblait presque à de l'amour. Puis le calme est revenu et Margaret Gray était de nouveau elle-même, le dos droit et certaine. « Eleanor, a-t-elle dit. « Maman, a dit Eleanor. « Entre. » Elle n'a pas invité les 2 hommes. Elle a tenu la barrière juste assez large pour sa mère, puis l'a refermée. Et elle a senti les yeux des 2 hommes sur son dos alors qu'elle faisait entrer sa mère. Liam s'est éclipsé avec un tact silencieux qu'Eleanor avait commencé à attendre de lui. La porte arrière s'est fermée. La maison semblait très calme. Margaret s'est assise à la table de la cuisine et a regardé Eleanor en face. Et Eleanor a regardé en retour et a attendu. « Il est venu me voir, a dit Margaret. Carter. Il était très contrarié, Eleanor. Il a dit que tu avais pris les enfants et que tu étais parti sans un mot, et qu'il était à moitié fou d'inquiétude. T'a-t-il montré une cicatrice? A dit Eleanor. Sa mère a cligné des yeux. Qu'est-ce qu'il t'a montré? Quelque chose qui ressemblait à des dégâts? Quelque chose qui suggérait un homme qui avait été blessé? Elle a gardé sa voix égale.
Où est-il venu chez toi en ayant l'air exactement comme il a toujours l'air, impeccable, calme, très triste, très raisonnable? Une pause, une petite. Il s'inquiétait pour toi des... Tiens, peut-être Margaret, mais sa voix avait légèrement changé. Maman, Eleanor a baissé le col de sa robe juste assez pour montrer le bord de la blessure sur son côté. Guéri maintenant, mais toujours sombre et délibéré dans sa ligne. Son homme a fait ça pendant que je tenais Rosie et Iris. Comme il l'a dit, une démonstration. Margaret Gray a fixé la cicatrice. Son visage est passé par plusieurs phases en succession rapide qu'Eleanor n'a pas pu nommer entièrement. Puis elle a levé les yeux et Eleanor était regarder sa mère faire ce que Margaret Gray avait toujours fait. Mettre de côté la chose difficile et s'accrocher à la version des événements qui exigeait le moins qu'elle ait eu tort. Les hommes, parfois, a-t-elle commencé. Eleanor a dit, « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Silence. « Il m'a dit que tu avais des documents, » a dit Margaret avec précaution. « Il a dit que tu avais pris quelque chose qui lui appartient et que si tu le rendais, tout cela disparaîtrait. L'affaire au tribunal, tout. Il a dit qu'il voulait juste mettre ça derrière lui et repartir à zéro. » Eleanor a regardé sa mère un long moment. La colère était là, elle était toujours là quand il s'agissait de cette conversation particulière, de ce schéma particulier. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus vieux et de plus fatigué. Le chagrin d'une fille qui avait eu besoin que sa mère voie clairement et qui avait été déçue trop de fois. Il veut ces documents parce qu'ils prouvent qu'il commet une fraude fédérale depuis 4 ans, a dit Eleanor. Si je les lui rends, ils disparaissent, et moi aussi. C'est ce que signifie repartir à zéro, maman. C'est ce que ça a toujours signifié. Margaret était silencieuse. Ses mains étaient à plat sur la table. Il pourrait te donner une belle vie, a-t-elle dit, et sa voix était très petite. Il m'a déjà donné celle-ci, a dit Eleanor. Elle a touché son côté. Le silence qui a suivi a été le plus long qu'elles aient jamais partagé ensemble. Eleanor a regardé le visage de sa mère, et elle a pensé à toutes les années passées à vouloir que Margaret la choisisse simplement. Juste une fois, sans condition ni réserve, ni l'équilibre prudent entre ce qui était pratique et ce qui était juste. Margaret a regardé la porte de l'arrière-salle où Rose et Iris dormaient. Elle l'a regardée pendant un long moment. « Sont-elles en bonne santé? » a-t-elle dit doucement. « Elles sont parfaites, » a dit Eleanor. Sa mère a hoché la tête très légèrement. Elle s'est levée. Elle ne s'est pas excusée. Eleanor ne s'y attendait pas. Elle avait cessé de s'y attendre des années auparavant. Mais à la porte, elle s'est arrêtée, le dos toujours tourné à Eleanor, et elle a dit, « Ces hommes dehors sont venus avec moi. Je ne savais pas qu'ils étaient à lui. » Une pause. « Je ne lui dirai rien de ce que j'ai vu ici. Ce n'était pas grand-chose. » Eleanor savait que ce n'était pas grand-chose. « Merci, maman, » a-t-elle dit. Sa mère est sortie vers le chariot. Eleanor est restée à la porte et l'a regardé partir et n'a pas pleuré. Bien que la pression derrière ses yeux soit énorme, elle avait appris quelque part en chemin à garder ses larmes pour les choses qui avaient encore la possibilité de changer. Sa mère n'en faisait pas partie. Elle était parvenue à une sorte de paix avec cela, lente et douloureuse, comme on fait la paix avec toute perte qui se produit par incrément au fil des ans. Liam est apparu à côté d'elle à la porte. Il n'a rien dit. Il est juste resté là. Après un moment, Eleanor a dit, « Elle ne l'aidera pas. C'est le mieux que je puisse espérer. » « C'est quelque chose, a-t-il dit. « Oui, a-t-elle dit. »« C'est quelque chose. » Mercredi est arrivé comme les jours difficiles arrivent toujours, ordinaire dans sa lumière, indifférent à ce qui était exigé des gens qui le vivaient. Ils sont arrivés au palais de justice tôt. Liam avait mis sa bonne chemise et Eleanor portait de nouveau la robe bleue. Iris attachée contre sa poitrine et Rose dans les bras de Liam, ce qui l'avait surprise jusqu'à ce qu'elle voie avec quelle naturalité il tenait l'enfant et comprenne qu'il l'avait voulu. Que portait Rose dans cette salle d'audience était sa propre déclaration silencieuse de quelque chose. La salle d'audience de Harlow était une seule pièce avec des bancs en bois, de hautes fenêtres et une odeur de vieux papier et d'huile de lin. Au moment où Eleanor et Liam sont entrés, elle était déjà à moitié pleine. Pete Harlow était là, le docteur Puy était là, le dos droit au premier rang. Le shérif adjoint Holt était là en sa qualité officielle, debout sur le côté avec un visage qui s'efforçait d'être neutre. Et Carter Pierce était là dans un costume sombre, parfaitement ajusté, avec son avocat,
Un homme nommé Graves, aux traits vifs et coûteux, à côté de lui. Il a regardé Eleanor quand elle est entrée et il lui a fait ce sourire, celui qu'elle avait passé des mois à apprendre à lire. Et ce qu'il disait aujourd'hui était « J'ai déjà gagné. Nous le savons tous les deux. La seule question est de savoir combien de temps tu veux rendre ça douloureux. » Elle a détourné le regard de lui. Yara de lui s'est assise à côté de Liam et a fixé ses yeux sur le banc du juge. Le juge Beaumont n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'était attendue à quelqu'un comme Creel, poli, à l'aise, le genre d'homme qui se déplace dans les espaces officiels avec l'aisance de quelqu'un qui connaît toutes les portes cachées. Beaumont était plus âgé, avec un visage comme du bois de clôture patiné. Il se déplaçait sans hâte et a regardé la salle en s'asseyant, avec le regard particulièrement stable d'un homme qui avait entendu beaucoup de mensonges en son temps et avait développé un nez précis pour les détecter. Il a lu les documents pendant 6 bonnes minutes sans parler. Les deux avocats s'étaient assis, les mains sur leur table. Carter Pierce était assis parfaitement immobile. Ellie Sinner s'est concentrée sur sa respiration. Puis Beaumont a levé les yeux. « Maître Graves, a-t-il dit, la requête de votre client pour la tutelle est basée sur ce document. » Il a brandi l'ordonnance de Creel. J'ai devant moi une déclaration signée de la mère de ses enfants, affirmant qu'elle n'était pas consciente lorsque ce document a été attesté et que sa signature n'y figure pas. Comment votre client répond-il? Graves s'est levé en douceur. Votre honneur, le récit de la mère est celui d'une femme qui, à l'époque, éprouvait une détresse mentale importante suite à un accouchement difficile. Son souvenir des événements, sa signature n'apparaît pas sur le document, a dit Beaumont, pas fort, juste avec une finalité complète, comme une porte qui se ferme. Ce n'est pas une question de souvenir, c'est une question d'encre sur du papier. Pouvez-vous me montrer sa signature? Une pause brève, mais elle était là. Les parties témoins ont attesté. Pouvez-vous me montrer sa signature, maître Grave? Une autre pause plus courte. Non, votre honneur. La salle était très silencieuse. Mademoiselle Gray, a dit Beaumont, et Eleanor s'est levée. Ce tribunal veut vous entendre directement, dans vos propres mots. Pourquoi vous êtes parti, ce que vous demandez et ce que vous croyez être dans le meilleur intérêt de vos filles. Elle s'était préparée à cela. Elle l'avait répété dans la cuisine la nuit précédente, pendant que les filles dormaient, et que Liam était assis en face d'elle et l'écoutait s'entraîner jusqu'à ce que sa voix cesse de trembler. Mais debout dans cette salle, avec Carter Pierce à 15 pieds sur sa gauche et 2 douzaines de paires d'yeux sur son visage, elle a oublié chaque mot préparé. Elle a dit ce qui était vrai à la place. Elle a dit qu'elle était partie parce qu'elle craignait pour sa vie et celle de ses filles, et que sa peur avait été justifiée par ce qui s'était passé avant sa fuite. Elle a dit que les filles étaient nées avant ses fiançailles avec Carter Pierce et qu'il n'avait aucun lien biologique avec elle et aucune revendication légale à laquelle elle ait jamais consenti. Elle a dit qu'elle avait passé les 2 dernières semaines à être menacée, à voir des hommes envoyés à sa porte, à voir son caractère remis en question par des gens payés pour le faire, et à voir sa mère utilisée comme un instrument de pression. Elle a dit qu'elle demandait une seule chose au tribunal, que l'ordonnance de tutelle frauduleuse soit annulée afin qu'elle puisse élever ses filles en paix. Elle s'est assise. Ses mains tremblaient, elle les a posées à plat sur ses genoux où personne ne pouvait les voir. Puis l'avocat de Carter a appelé Carter à parler. Carter Pierce s'est levé et a tourné son don considérable pour la performance vers le juge Beaumont. Et Eleanor a dû admettre qu'il était extraordinaire à cela. Sa voix portait juste la bonne quantité de chagrin contrôlé. Il a parlé de son inquiétude pour le bien-être des enfants, de l'état d'esprit d'Eleanor, de l'instabilité de sa situation de vie. Il a prononcé le nom de Liam Morgan avec un doute précisément calibré, permettant au jury de l'opinion publique dans la salle de tirer ses propres conclusions peu flatteuses sans qu'il ait à dire quoi que ce soit de directement attaquable. Liam est resté assis à côté d'Eleanor, sans bouger et sans réagir. Et Eleanor a compris que c'était aussi une forme de courage. Puis Beaumont a dit « Monsieur Morgan, Liam s'est levé. Vous hébergez Mademoiselle Gray et ses filles depuis environ 2 semaines, a dit Beaumont. Parlez-moi de cette situation. » Liam est resté silencieux un moment, choisissant ses mots comme il le faisait toujours. « Elle avait besoin d'aide, a-t-il dit. Elle était blessée et seule avec 2 nouveau-nés. J'avais de la place. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire.
Vous n'avez aucun intérêt personnel dans cette affaire. Aucune prétention romantique sur Mademoiselle Gray. J'ai un intérêt pour ce qui est juste, a dit Liam. Si cela compte comme personnel, alors oui. Quelqu'un au fond de la salle a fait un petit bruit. L'expression de Beaumont n'a pas changé, mais quelque chose s'est légèrement apaisé. Et ces enfants, a dit Beaumont, d'après votre observation, sont-ils bien soignés? Mieux que bien, a dit Liam. Leur mère ne les a pas posés, sauf si elle le devait. Beaumont a hoché la tête et a regardé ses papiers. L'avocat de Carter s'est levé immédiatement. Votre absolument pas, votre honneur. Avez-vous connaissance de quelqu'un qui aurait pu le faire? Non, votre honneur. Beaumont l'a regardé un long moment. D'accord, a-t-il dit. Il a baissé les yeux sur ses papiers. La salle retenait son souffle. Puis la porte au fond de la salle d'audience s'est ouverte et tout le monde s'est retourné, car les portes ne s'ouvrent pas à des moments comme celui-ci sans signifier quelque chose. Le shérif adjoint Holt est entré. À côté de lui se trouvait un homme en manteau sombre. Greer. Le cœur d'Eleanor s'est arrêté. Greer s'est avancé vers l'avant de la salle et a remis à Beaumont un document plié sans regarder Carter Pierce une seule fois. Carter l'a regardé juste une seconde. Une fissure dans le plâtre. Elle a vu quelque chose traverser son visage qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. La peur. Beaumont a lu le document. Il l'a lu 2 fois. Son expression est restée exactement la même, patinée et stable. Mais quand il l'a posé, il y avait une qualité de finalité dans le geste. Cette cour suspend l'audience pour 30 minutes, a-t-il dit. Maître Grave, je vous suggère d'utiliser ce temps pour parler à votre client de son exposition fédérale actuelle. Il a regardé Carter Pierce directement. Monsieur Pierce, vous resterez dans ce bâtiment. Il s'est levé et la salle s'est levée avec lui. Et Carter Pierce est resté parfaitement immobile sur sa chaise pendant que tout le monde autour de lui se levait. Et Eleanor l'a regardé et a vu le moment exact où un homme réalise que le résultat dont il était certain vient de devenir tout autre chose. Elle a regardé Liam. Il la regardait. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» a-t-elle dit doucement. « Je pense, a-t-il dit tout aussi doucement, que Greer a agi plus vite que quiconque ne s'y attendait. » Eleanor a regardé Greer, qui avait pris position contre le mur, et regardait ses propres chaussures, avec l'expression d'un homme qui avait fait précisément ce pourquoi il était venu et attendait maintenant simplement que la machine se mette en marche. Elle a regardé Carter Pierce, qui se penchait vers son avocat, le visage détourné de la salle. Et elle a vu le visage de l'avocat passer de la confiance au calcul, puis à quelque chose qui ressemblait beaucoup aux premières étapes d'un homme qui reconsidérait la capacité de son client à payer ses honoraires. Elle a regardé Rose et Harris, toutes deux endormies dans ses bras et ceux de Liam, inconscientes, parfaites, respirant lentement. 30 minutes, puis elle retournerait dans cette salle et entendrait la suite. Elle avait fui pendant 6 mois avec rien d'autre que ses 2 petites vies, une poignée de documents copiés et la conviction tenace et meurtrie qu'elle avait le droit d'exister selon ses propres termes. Elle avait trouvé un homme qui croyait la même chose d'elle avant qu'elle ne le croie d'elle-même. Elle avait trouvé un médecin, un shérif adjoint, un enquêteur fédéral et un propriétaire de magasin de fourrage qui avaient chacun décidé indépendamment et sans coordination que sa vérité valait la peine d'être défendue. Carter Pierce avait tout prévu. Il n'avait pas prévu cela. Les 30 minutes ont semblé durer 1 an. Eleanor était assise sur le banc en bois dur dans le couloir devant la salle d'audience, Iris dans ses bras et Rose endormie contre l'épaule de Liam. Et elle écoutait les sons étouffés de conversations urgentes venant de derrière la porte. La voix prudente de l'avocat Graves, les réponses plus basses et plus tendues de Carter. Et elle comptait les battements de son propre cœur pour ne pas s'effondrer. Le docteur Pruitt était assis à 2 pieds de là, son chapeau sur les genoux. Pete Harlow se tenait contre le mur opposé. Le shérif adjoint Holt s'était positionné près de la porte de la salle d'audience avec la neutralité prudente d'un homme payé pour être impartial et qui trouvait cela de plus en plus difficile. Greer se tenait un peu à l'écart de tout le monde, lisant quelque chose dans son carnet, parfaitement calme. Eleanor l'a regardé. « Qu'avez-vous donné à Beaumont? » Greer a levé les yeux. « Un mandat fédéral, a-t-il dit, signé ce matin pour Carter Pierce et un homme nommé Sellers au bureau des terres. Il l'a dit comme d'autres hommes pourraient nous parler de la météo. Nous y travaillons depuis 8 mois. Vos documents nous ont donné la dernière pièce. 8 mois, a dit Eleanor. Il a été prudent.
Comme je l'ai dit, les hommes prudents deviennent confiants. Les hommes confiants arrêtent de regarder derrière eux. Il a regardé de nouveau son carnet. Il a arrêté de vérifier. Qu'est-ce qui va lui arriver, a-t-elle dit? Fraude fédérale, falsification de relevés fonciers, corruption d'un fonctionnaire. Greer a fermé le carnet. Si Graves fait son travail là-dedans, il dit à Carter en ce moment que la chose la plus intelligente qu'il puisse faire aujourd'hui est de ne rien aggraver. Un homme faisant face à des accusations fédérales, qui a aussi une affaire civile en cours impliquant des documents judiciaires frauduleux et une agression. Il a fait une pause. Les juges n'apprécient pas cette combinaison. Eleanor a regardé la porte fermée. Il pourrait encore contester l'affaire de la garde. Il le pourrait, a dit Greer. Mais un homme sous mandat fédéral contestant une affaire de garde devant Beaumont n'est pas un homme en position de force. Et Carter Pierce comprend les positions. Il a rencontré ses yeux. Il va calculer. Liam n'a rien dit. Il avait très peu parlé depuis qu'ils étaient sortis. Il regardait le visage de Rose avec cette attention prudente et silencieuse qu'il accordait aux choses qui comptaient pour lui. Et Eleanor l'a regardé faire et a senti quelque chose la traverser pour lequel elle n'avait pas encore de mots, mais qu'elle reconnaissait comme quelque chose qu'elle voulait continuer à ressentir. Puis la porte de la salle d'audience s'est ouverte et Graves est sorti. Il a regardé Eleanor avec l'expression particulière d'un avocat qui vient de traverser une conversation désagréable et est parvenu à un résultat qu'il a l'intention de présenter comme raisonnable. Mademoiselle Gray, a-t-il dit, mon client aimerait discuter d'une résolution. Eleanor a regardé Greer. Greer a fait le plus petit signe de tête négatif possible. Elle a regardé de nouveau Graves. Dites à votre client que j'entendrai ce que le juge Beaumont décidera. L'expression de Graves s'est crispée. Mademoiselle Gray, une résolution négociée serait dans l'intérêt de tous. Dites à votre client, a-t-elle répété, ferme et finale, que j'entendrai ce que le juge Beaumont décidera. Grave est retourné à l'intérieur. La porte s'est fermée. Liam l'a regardé de côté. C'était bien fait, a-t-il dit doucement. Greer m'a dit de ne pas négocier, a-t-elle dit. Tu n'avais pas besoin que Greer te le dise, a-t-il dit. Tu le savais déjà. Elle l'a regardé. Il avait raison. Elle l'avait su. La connaissance était là, dans sa poitrine, solide et certaine dès l'instant où Graves avait ouvert la bouche. Il y a 6 mois, elle aurait négocié. Il y a 6 mois, elle aurait accepté tout ce qui lui était offert et aurait appelé cela un soulagement. Quelque chose avait changé en elle depuis le chariot, depuis la table de la cuisine, depuis le Porsche, le shérif adjoint et le docteur, et les 38 minutes qu'elle avait passées debout devant le juge Beaumont à dire la simple vérité. Elle avait cessé de négocier avec des gens qui n'avaient aucun droit de lui faire des demandes. Liam, a-t-elle dit, oui, quoi qu'il arrive là-dedans, je veux que tu saches que tu m'as donné quelque chose que je n'avais pas quand je suis arrivé ici. Elle a gardé les yeux fixés sur la porte fermée. Je ne parle pas de la maison, de la nourriture ou du docteur. Je veux dire, tu as traité la vérité de ce que j'ai dit comme si elle comptait. Avant qu'il y ait un enquêteur fédéral, une requête ou quoi que ce soit, tu as juste pris ma parole et tu t'es tenu dessus. Elle a fait une pause. Personne n'avait fait ça depuis longtemps. Il est resté silencieux un moment. Quand il a parlé, sa voix était plus basse que d'habitude. Quelqu'un aurait dû le faire il y a longtemps, a-t-il dit. Je suis désolé qu'il ne l'ait pas fait. Elle a hoché la tête. C'était tout. C'était suffisant. La porte s'est ouverte et l'huissier l'a rappelé. Carter Pierce était déjà assis à leur retour. Eleanor l'a regardé dès qu'elle a franchi la porte, car elle avait appris que la première seconde non gardée était celle qui vous disait tout. Il avait l'air calme. Il avait l'air exactement comme il avait toujours l'air, droit sur sa chaise, les mains posées facilement sur la table, la mâchoire à l'angle précis d'un homme habitué à contrôler les pièces. Mais ses yeux étaient différents. Quelque chose en était sorti. La certitude, la connaissance établie qu'il gérait une situation qu'il possédait déjà. Elle avait été remplacée par quelque chose de plus plat, de plus prudent. Le regard d'un homme qui faisait des calculs et n'aimait pas les totaux. Beaumont est revenu et la salle s'est levée et assise. Et Beaumont a regardé ses papiers un long moment avant de lever les yeux. J'ai examiné le document fédéral présenté par M. Greer, a-t-il dit. Je veux être clair que la décision de ce tribunal aujourd'hui est prise sur l'affaire civile qui lui est soumise et non sur une procédure fédérale, qui est une juridiction distincte. Cependant, il a fait une pause.
Le document fédéral parle de la crédibilité de certaines affirmations faites lors de cette audience et ce tribunal n'est pas obligé de l'ignorer. Graves a bougé sur son siège. L'ordonnance de tutelle émise par le juge Krill, a dit Beaumont, est annulée avec effet immédiat. Le document est frauduleux en soi. Le consentement de la mère n'a été ni recherché ni obtenu, et l'attestation du document dans les circonstances décrites dans le compte rendu sous serment de Mademoiselle Gray ne répond pas à la norme légale requise. Il a regardé Eleanor. Vos filles sont à vous, Mademoiselle Gray. Elles ont toujours été à vous. Ce tribunal ne fait que déclarer ce que la loi disait déjà. La salle a expiré. Pete Harlow a fait un bruit sourd à l'arrière. Les épaules de Pwitt se sont affaissées d'une fraction. Eleanor n'a pas bougé. Elle a tenu Iris contre sa poitrine et elle a senti Rose être placée doucement dans le creux de son autre bras par Liam. Et elle a tenu ses deux filles. Et elle a respiré et elle n'a pas regardé Carter Pierce. De plus, a dit Beaumont, à la lumière des informations dont dispose ce tribunal, je renvoie l'affaire de l'attestation frauduleuse au bureau du procureur du comté pour enquête. Et j'émets une ordonnance restrictive empêchant Carter Pierce de s'approcher à moins de 300 mètres d'Eleanor Gray, de ses filles ou de la propriété Morgan. Il a regardé Pierce directement. Monsieur Pierce, ce tribunal vous a conseillé de porter toute votre attention sur votre situation fédérale et de considérer très attentivement toute autre action dans cette juridiction. Carter a regardé Beaumont. Il n'a rien dit. Vous êtes libre de partir, Mademoiselle Gray, a dit Beaumont. Cette cour est ajournée. Le marteau est tombé et la salle a bougé autour d'Eleanor comme de l'eau, et elle est restée parfaitement immobile au milieu, tenant ses filles, jusqu'à ce que la main de Liam vienne se poser sur son épaule, légère, stable, ne demandant rien. Rentrons à la maison, a-t-il dit. Elle s'est levée. Elle est sortie. Elle n'a pas regardé Carter Pierce en arrière, ni la salle d'audience. Et elle ne s'est pas arrêtée avant d'être dehors, sous la pleine chaleur de l'été, avec le ciel immense et bleu au-dessus d'elle et ses filles respirant contre sa poitrine. Puis elle s'est arrêtée. Elle a penché la tête en arrière. Elle a fermé les yeux. Elle n'avait pas senti le soleil sur son visage comme ça depuis 6 mois, sans le froid dans le dessous. L'attente, la conscience périphérique constante de la menace. C'était différent. C'était comme quelque chose qu'elle avait le droit d'avoir. Carter Pierce a été arrêté sur les marches de l'hôtel de Melaven 3 jours plus tard. Les hommes de Greer ont été efficaces et sans hâte. Au moment où la nouvelle est parvenue à Harlow, Sellers du Bureau des terres s'était déjà rendu aux autorités fédérales et parlait en échange de clémence. Le juge Krill avait engagé son propre avocat. Carter avait calculé, comme Greer l'avait dit. Il avait décidé de contester les accusations fédérales et d'abandonner complètement la situation civile, ce qui était le choix rationnel de son point de vue. Il a quitté le comté de Harlow sans envoyer de message ni faire de geste final. Et Eleanor a compris que cela aussi était calculé. Qu'un homme comme Carter savait toujours quand la performance était terminée. Elle étendait le linge dans la cour quand Pete Harlow est passé à cheval et a crié la nouvelle. Et elle est restée là, avec un drap à moitié étendu, et elle a pensé qu'elle ressentirait quelque chose d'énorme. Un soulagement comme une vague, peut-être, ou de la joie, ou la légèreté particulière d'un danger enfin écarté. Ce qu'elle a ressenti à la place était plus silencieux que ça, plus simple. Comme une porte se fermant doucement dans une pièce qu'elle avait eu peur de quitter. Elle a fini d'étendre le linge. À l'intérieur, Liam était à la table de la cuisine examinant ses comptes. Rose dormait dans le berceau en bois qu'il avait construit 3 jours après l'audience, sans qu'on le lui demande. Iris était dans l'écharpe qu'Eleanor avait confectionnée avec un sac de farine. Il a levé les yeux quand elle est entrée. Ils l'ont arrêté, a-t-elle dit. Il a posé son stylo. Tu vas bien? Elle y a réfléchi honnêtement, ce qui était quelque chose qu'elle avait commencé à faire. Être honnête avec elle-même au lieu de se gérer. Oui, a-t-elle dit. Je crois que oui. Il a hoché la tête. Il l'a regardé un moment avec ce regard direct et prudent qui était le sien, puis il a dit « Assieds-toi, Eleanor. Je veux te demander quelque chose. » Elle s'est assise en face de lui et a regardé son visage passer par le processus particulier qu'elle avait appris à reconnaître comme Liam choisissant ses mots, comme il choisissait des outils, délibérément pour l'ajustement et la fonction. « Je sais que tu as réfléchi à la suite, a-t-il dit. Où tu iras, ce que tu feras. Tu ne l'as pas dit, mais je te vois y penser. Il a regardé ses mains sur la table.
Je veux dire quelque chose et je veux que tu l'entendes sans te sentir obligé. Peux-tu faire ça? Je peux essayer, a-t-elle dit. Il a levé les yeux. Ne pars pas, a-t-il dit. Pas parce que tu me dois quoi que ce soit. Pas parce que tu n'as nulle part où aller. Mais parce que je pense que tu sais aussi bien que moi que ce qui se passe dans cette maison depuis 3 semaines n'est pas seulement de la courtoisie. Ce n'est pas seulement d'un étranger qui en aide un autre. Il s'est arrêté. Je ne suis pas doué pour ça. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Mais je sais que quand tu es là, cette maison est différente de ce qu'elle était. Et je sais que Rose et Iris, sa voix a légèrement baissé. Je sais qu'elle me manquerait. Il s'est éclairci la gorge. Et je sais que tu me manquerais. Eleanor l'a regardé de l'autre côté de la table. Elle avait répété cette conversation dans sa tête une douzaine de fois, au milieu de la nuit, dans les moments calmes entre les tétés et le sommeil, dans tous les espaces où son esprit devançait son corps. Elle s'était dit qu'elle serait prudente, elle s'était dit qu'elle serait rationnelle, mesurée et lente, car elle avait appris à un coût considérable ce qui se passait quand on faisait confiance à la mauvaise personne rapidement. Elle a regardé Liam Morgan, 41 ans, buriné et silencieux. Un homme qui avait tenu ses filles sans qu'on le lui demande, et s'était tenu devant un homme puissant avec rien d'autre que la vérité, et avait tenu bon là aussi. Un homme qui n'avait pas une seule fois, en 3 semaines, lui avait fait sentir qu'elle lui devait cette dette particulière que les hommes extorquent parfois aux femmes en échange de leur aide. Elle a pensé au nom de Rose et à celui d'Iris, des choses qui reviennent elles-mêmes même après un hiver difficile. Elle a pensé à une cabane qui avait été un lieu de deuil et qui devenait autre chose. Je ne suis pas doué pour ça non plus, a-t-elle dit. J'ai fait de graves erreurs sur les personnes à qui faire confiance. Moi aussi, a-t-il dit. J'ai 2 filles et un procureur fédéral qui pourrait avoir besoin de mon témoignage pendant un an. J'ai une ferme qui a besoin de plus de bras qu'un seul. Elle a presque souri. C'est très pratique. Je suis un homme pratique, Liam. Elle a dit son nom comme elle avait pris soin de ne pas le dire directement, sans la distance prudente qu'elle avait maintenue. Si je reste, ça ne peut pas être parce que je n'ai nulle part où aller. J'ai besoin que ce soit un choix que je fais, pas une situation que j'accepte. Je le sais, a-t-il dit. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Elle l'a regardé un long moment. Alors je choisis de rester, a-t-elle dit. Pour l'instant. Et on verra. Quelque chose a traversé son visage. Pas le triomphe, pas le soulagement exactement. Quelque chose de plus silencieux et de plus prudent que l'un ou l'autre. Il a hoché la tête. Pour l'instant, a-t-il convenu. Et on verra. Rose a fait un petit bruit depuis le berceau, le son particulier qui signifiait qu'elle se réveillait et avait des opinions à ce sujet. Eleanor s'est levée et est allée vers elle automatiquement. Et elle a pris sa fille et s'est tenue dans la cuisine de Liam Morgan, avec l'après-midi d'été entrant par la fenêtre et ses 2 filles vivantes et entières. Et elle a pensé que ce moment précis était ce vers quoi elle avait couru tout ce temps sans savoir vers quoi elle courait. 10. 6 semaines plus tard, le docteur Puy est passé un mardi sans raison déclarée, est resté pour le café et a fini par rester pour le souper. Et il s'est assis sur le porche après avec Liam, pendant qu'Eleanor couchait des filles. Et il a dit, sur le ton particulier d'un homme faisant une observation plutôt qu'une remarque, « Tu as l'air différent d'il y a 2 mois. » Liam a dit, « Je me sens différent. Différent comment? » Liam est resté silencieux un moment, tournant son chapeau dans ses mains. « Comme si je me souvenais pourquoi j'ai construit cet endroit, a-t-il dit. Ce n'était pas pour y être seul. » Puis a regardé la cour. « Non, a-t-il dit. Je suppose que non. » Eleanor est sortie et s'est installée sur la chaise à côté de celle de Liam. Iris était encore réveillée et faisait des bruits intéressés à la soirée. Et Eleanor l'a soulevée et l'a laissé regarder le ciel comme elle aimait le faire. Et Liam a tendu la main sans réfléchir et a redressé la petite couverture d'Iris. Et Eleanor a regardé sa main sur la couverture, puis l'a regardée, et quelque chose s'est passé entre eux. Silencieux, solide, le genre de choses qui ne nécessitent pas de mots, parce que cela a déjà été décidé par l'accumulation de tous les petits moments qui y ont conduit. Puis a fini son café, a dit bonsoir et est parti. La cour était silencieuse et la soirée d'été faisait ce que les soirées d'été font. Ralentir, devenir doré, prendre son temps pour devenir autre chose. Pete m'a demandé ce matin si nous étions, a commencé Liam.
J'ai entendu, a dit Eleanor. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle a regardé Iris, qui avait attrapé un de ses doigts et le tenait avec cette prise absolue et simple d'un bébé qui ne sait pas encore que le monde est compliqué. Je lui ai dit qu'on voyait, a-t-elle dit. Il a semblé penser que c'était suffisant. Pete est un homme sage, a dit Liam. Il l'est. Elle a levé les yeux. Le ciel devenait rose et immense au-dessus de la terre plate et de l'herbe sèche. Et elle a pensé à tout ce qui l'avait amené ici. La fuite, la peur, le couteau, le chariot, les 2 semaines à apprendre à faire confiance à un homme qui ne lui avait donné aucune raison de ne pas le faire. Elle a pensé à Carter Pierce dans une cellule fédérale, faisant l'arithmétique de ses choix. Et elle a pensé à Rose et Iris endormis à l'intérieur, avec des noms qu'elle leur avait donnés parce qu'elle croyait aux choses qui revenaient. Elle était arrivée sur les terres de Liam Morgan avec rien d'autre que 2 filles, une blessure et une poignée de documents volés. Elle était arrivée avec sa vie en morceaux, sa confiance usée jusqu'à la corde, et la certitude profonde et épuisée qu'elle allait devoir tout faire seule. Elle s'était trompée sur ce dernier point. Certaines choses, il s'est avéré, revenaient même après l'hiver le plus dur. Certaines choses vous trouvaient dans des endroits improbables et se prouvaient non pas par de grands gestes, mais par le travail quotidien, peu glamour et tranquillement extraordinaire de se présenter et de rester. Eleanor Gray avait passé 6 mois à apprendre à fuir. Elle avait passé les 6 dernières semaines à apprendre quelque chose de plus difficile, quelque chose qui demandait plus de courage que la fuite n'en avait jamais demandé. Elle avait appris à rester. Elle avait appris à faire confiance au sol sous ses pieds. Elle avait appris à regarder un homme qui tenait ses filles comme si elles étaient déjà les siennes et à se permettre de croire lentement, prudemment et les yeux ouverts, que certaines choses étaient exactement ce qu'elles semblaient être. La soirée s'est installée autour d'eux, chaude et calme. À l'intérieur, Rose dormait. Iris avait lâché le doigt d'Eleanor et clignait des yeux à la dernière lumière avec l'expression d'une personne rencontrant quelque chose de merveilleux pour la première fois. Liam Morgan était assis à côté d'Eleanor Gray sur son porche dans la longue soirée d'été. Et la ferme qui avait été un lieu de deuil était un foyer. Et Eleanor Gray y était, et ses filles y étaient. Et tous les longs mois silencieux d'un homme apprenant à vivre à l'intérieur de sa propre perte étaient devenus, sans qu'il l'ait pleinement planifié, le début de quelque chose qu'il avait cessé de croire possible pour lui. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y aurait des jours difficiles, des complications, et le lent travail de 2 personnes apprenant les aspérités de l'autre sans faire couler le sang. Il y aurait des dettes d'audience, des procédures fédérales, une ville qui décidait encore de ce qu'elle pensait, et une mère qui ne choisirait peut-être jamais complètement sa fille, et toute la difficulté ordinaire et irréductible des choses réelles. Mais Eleanor était là, et Iris tendait la main vers la lumière, et Rose se réveillerait le matin au son de la voix de sa mère et d'un homme qui la porterait dans une salle d'audience sans qu'on le lui demande, parce que certaines choses, on les fait simplement quand il faut les faire. Et Liam Morgan avait réappris ce qu'il avait brièvement oublié, qu'une vie ne se construit pas sur l'absence de douleur, mais sur ce que l'on choisit de construire malgré elle. Il avait choisi cela. Elle aussi. C'était suffisant.